Hello à toi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast. Donc désolé, j'ai pas encore réussi à suivre un podcast toutes les semaines, mais ça va venir et donc continuons pour mettre en place ces nouvelles habitudes. Donc aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet un petit peu différent de d'habitude, donc un petit peu moins focus sur l'IA et l'IA en architecture, qui est le thème que j'ai abordé ces derniers mois, pour parler de l'organisation de tes connaissances. Donc ça peut concerner vraiment tout type de domaine. C'est pas forcément adapté ou customisé cette fois-ci pour l'architecture. D'ailleurs, moi j'ai des intérêts qui vont bien au-delà de ce sujet-là. Et donc j'ai besoin de stocker cette connaissance. Alors dans le passé, j'ai fait beaucoup d'essais de wiki internes, de bases de connaissances, de choses comme ça, qui ont plus ou moins bien marché. En fait, le problème que j'ai identifié dans ce type de base de connaissances, surtout quand elles sont collaboratives, c'est le manque de participation des personnes, le fait que souvent une personne alimente le wiki, donc en l'occurrence c'était souvent moi, et même si je le cite en référence lors de tous mes échanges, etc., finalement il n'y a pas tellement d'adhésion, les gens ne participent pas trop. Alors ça, c'était un sujet qui était souvent lié à l'interface de ces logiciels. Par exemple, j'utilisais un wiki sur GitLab, par exemple, en tant que développeur, mais ça peut être utilisé par n'importe qui, donc c'est un système de wiki gratuit. Par contre, l'interface pour créer de nouvelles pages, pour l'alimenter, le corriger, faire les liens, etc., était un peu lourde. Et du coup, je comprends qu'on ait des réticences, enfin des freins, disons, à juste modifier des fiches, même à la marge. Mais après, le blocage le plus important, c'est pas ça à mon avis. Le blocage le plus important, c'est que la majorité des personnes en fait ne veulent pas forcément s'engager et n'ont même pas, je pense, l'idée de l'intérêt d'une base de connaissances en fait. Je pense que beaucoup de personnes travaillent sans forcément essayer de consolider leur pratique. Et ça, je pense que c'est un petit peu dommage. Pourquoi? Pour différentes raisons. D'une part, parce que en fait, on a nos limites et ça, je le vois très bien. Plus on s'intéresse à un certain nombre de sujets, plus on atteint nos limites. Moi, je suis très bon à apprendre, mais à un moment, quand j'apprends trop de choses en même temps, je vais pas assimiler. C'est normal, en fait. Et on est dans un monde qui est plein d'informations en permanence. En permanence, on est bombardé d'informations. Donc moi, par exemple, mes canaux principaux, c'est LinkedIn, c'est YouTube, et je reçois beaucoup de conseils très intéressants, mais souvent, je me rends compte que je n'en fais rien. Et donc, le problème, c'est que au moment où on reçoit ces informations, on se dit ah oui, c'est génial, je vais le mettre en place, etc. Mais quelques semaines après, finalement, qu'est-ce qu'on a fait de ça? Pas forcément grand-chose. Donc ça, c'est le premier cas d'usage d'une base de connaissances, c'est de faire que ce qu'on reçoit en input, alors ça ne veut pas dire qu'on va accepter tout, hein, c'est sûr que ça a aussi ses limites parce que ça prend du temps d'alimenter la base de connaissances, mais globalement, ce qu'on reçoit en input, il faut en faire quelque chose pour le mémoriser et pour pouvoir y réaccéder plus tard. Donc ça, c'est un premier usage du wiki ou de la base de connaissances. Le deuxième usage, c'est de rendre notre pratique plus efficace. En fait, quand on travaille au fil de l'eau sans s'interroger sur quel process on utilise, sur les différentes tâches qu'on fait, en fait, on a toujours besoin de se remémorer comment faire. En fait, si par exemple moi, quand je tourne une vidéo, voilà, j'ai pris des habitudes en tournant une vidéo, mais si je tourne pas une vidéo pendant un mois, je vais avoir du mal à revenir à cette action de tourner une vidéo. Je vais plus savoir finalement quel logiciel on utilise. Enfin, ça, je pense que c'est bon, mais je vais plus me souvenir des comment brancher le micro, quel micro il faut brancher, etc. Voilà. Donc, dans tous les domaines, c'est pareil. Ça, c'est une chose, mais après, il y a la notion de comment on peut déléguer. Parce que on n'est pas forcément seul et ça peut être intéressant à certains moments de dire ça je le fais bien, voilà, je commence à avoir une maîtrise de ça, mais c'est pas une partie qui est très importante dans mon business, dans mon activité, et j'aimerais bien gagner du temps là-dessus. Et pour gagner du temps, ce qui est bien, c'est d'expliquer comment on fait. Et si on explique comment on fait, une manière simple de le faire, c'est de déjà documenter la manière dont on fait les choses. Donc ça, c'est encore un autre usage. Donc il y a vraiment beaucoup d'usages, à mon avis, dans les bases de connaissances.
Mais pour le faire pratiquement, donc jusqu'à présent, j'avais commencé effectivement à le faire sur Notion. Donc Notion, c'est un logiciel qui est vraiment très intéressant, que j'ai utilisé depuis presque 2-3 ans en fait, et qui a beaucoup changé ma manière de travailler parce qu'il y a une certaine fluidité dans la manière de saisir des informations dans Notion. Par exemple, j'ai utilisé ce qu'on appelle le Web Clipper, donc qui permet d'aller automatiquement en fait rajouter une page internet dans Notion. Voilà, de le mettre dans une base de données entre guillemets. Donc ça veut dire que très rapidement on tombe sur quelque chose d'intéressant, on se dit ah voilà, ça je le mets en base de données et je le lirai peut-être un jour. Et c'est là où est la limite de Notion, c'est le peut-être un jour. Parce que ce jour, il arrive en pratique jamais. Et donc, ce qu'on met en base, on se rassure en se disant qu'on ne le perd pas, mais finalement, on ne l'exploite pas. Et plus on va regarder, faire de la veille, plus on va apprendre, etc., plus on aura de ces liens très intéressants en soi, mais qu'on n'exploite pas. Et c'est ça qui est gênant. Donc déjà, un premier aspect, c'est qu'il faut d'une manière générale avoir une sorte de rigueur pour éviter de se disperser à apprendre des choses dont on n'a pas besoin tout de suite. Donc il faut réduire son scope pour éviter d'avoir une sorte d'oppression de trop d'informations qui arrivent d'un coup et qu'on n'exploite pas. Ça, c'est une première chose. Mais deuxième chose, il faut pouvoir le réutiliser. Et là, Obsidian et aussi le système de wiki, de base de connaissances peuvent avoir un rôle à jouer. En fait, l'idée, elle est assez simple. C'est en fait, quand on étudie un sujet, par exemple l'IA, il y a des choses qui ne changent pas. Par exemple, si j'étudie l'IA, forcément, je dois comprendre ce que c'est l'IA, je dois comprendre les différentes catégories d'IA qui existent, je dois comprendre qu'est-ce que c'est le ChatGPT, comment le ChatGPT marche. Donc, il y a un certain nombre de sujets qui ont lieu d'avoir des fiches wiki, des fiches, alors peut-être pas très détaillées. Moi, j'ai pas besoin d'avoir un niveau de détail comme dans la fiche officielle de ChatGPT sur Wikipédia. Mon but, c'est pas de reproduire Wikipédia. Mon but, c'est de retranscrire dans mes propres mots ma connaissance de ça, d'avoir mon propre wiki, certes beaucoup moins complet que le wiki public, mais que je maîtrise entièrement. Et comment j'alimente cette base de connaissances? J'alimente avec ces sources entrantes, en fait, avec ces posts de LinkedIn que je lis qui sont très intéressants, avec cette vidéo YouTube qui va également m'apprendre beaucoup de choses. Mais au lieu de le regarder comme ça, de penser que j'ai compris et de rien faire, et en fait, je vais déjà créer une note en fait où je mets le lien vers le post LinkedIn ou la vidéo YouTube. Éventuellement, copier le texte original. Si c'est un post LinkedIn, c'est facile. Pour une vidéo YouTube, c'est un peu plus difficile et c'est pas forcément nécessaire. Mais surtout, le plus important, en fait, c'est d'en faire quelque chose. Donc, en faire quelque chose, c'est par exemple, si j'ai une vidéo YouTube sur Stable Diffusion. Donc, je veux apprendre Stable Diffusion et dans cette vidéo, j'apprends par exemple les différents concepts, les différents termes de Stable Diffusion. Donc, du coup, je vais relier cette vidéo à des termes qui sont dans mon wiki permanent, ma base de connaissances. Donc, si je vais apprendre ce que c'est un LoRa, par exemple, LoRa, c'est un concept, une sorte de customisation d'un modèle d'IA pour Stable Diffusion. Et du coup, je vais avoir une fiche LoRa. Et cette fiche LoRa sera reliée à ma vidéo qui m'a permis de l'apprendre. Donc, comme ça, de fil en aiguille, on va pouvoir relier les choses entre elles. Par exemple, récemment, j'ai fait une réunion avec un client et dans cette réunion, j'ai appris beaucoup de choses sur sa manière de fonctionner, sur ce qui l'intéresse dans l'IA, etc. Et en fait, ce simple compte-rendu de réunion m'a permis de créer au moins une dizaine de fiches permanentes. Alors certes, je commence un petit peu à mettre en place cette base, donc au début, on crée beaucoup de choses et à la fin, on va retrouver toujours les mêmes éléments. Mais c'est pour montrer que la moindre note, la moindre interaction qu'on va avoir avec d'autres personnes, en fait, elle va nous permettre d'extraire des informations et de les rassembler. Donc si je dois résumer, en gros, pour moi, le gros avantage d'un outil comme Obsidian, donc qui permet de gérer une sorte de wiki, c'est d'avoir une consolidation de l'information et pas l'inverse, qui est souvent malheureusement ce qu'on a en utilisant des outils de gestion de notes, de gestion de favoris. On se retrouve à avoir énormément de choses qu'on finalement n'exploite pas. Et dans le cas d'un outil comme Obsidian, donc où il y a en fait, si je résume, en fait, c'est des fichiers très simples qu'on appelle Markdown, en fait des fichiers qu'on peut ouvrir avec un éditeur de texte qui n'est pas du tout lié à aucun logiciel, c'est-à-dire du texte simple. Et dans ce texte, on a des balises qu'on appelle Markdown, une balise pour donner le titre, une balise pour donner une liste à puces, etc. Mais en fait, ça se voit pas. Quand on édite comme avec un fichier normal. C'est juste qu'on a des options limitées de formatage. Et
Mais au final, quand on sauve ce fichier et qu'on l'ouvre avec un éditeur de texte classique, on se rend compte qu'il y a des balises Markdown. Et ça, c'est important parce que la donnée, elle va être relativement pure. Et si je compare avec Notion, dans Notion, il stocke ça dans une base de données en ligne qui est propriétaire. Je ne peux pas accéder à cette base de données. Je peux éventuellement télécharger toutes mes données, mais je ne peux pas la maîtriser. Tandis que dans Obsidian, le concept, c'est qu'on a des fichiers donc, de ce type, Markdown, qui sont comme notre base de données, qu'on peut mettre dans des dossiers et surtout qu'on peut lier entre eux. Et dès qu'on les lie entre eux, en fait, il va avoir un système de lien dans tous les sens. C'est-à-dire, si je modifie, par exemple, l'emplacement de ce fichier, bah, automatiquement, les endroits où j'ai nommé, où j'ai lié ce fichier, ils vont se mettre à jour. Et ça va créer comme ça une arborescence organique qui correspond un peu à la manière dont on apprend, en fait. Quand on n'apprend pas de manière hiérarchique, avec des dossiers, des sous-dossiers, etc. Mais on apprend plutôt de manière organique. Si je vais, je sais pas, dans un restaurant et que je vois un aménagement sympa de table sur le bord de la fenêtre de 40 cm de large, je veux m'en inspirer pour un projet d'architecture que j'ai en cours, bah, je peux créer une connexion. Je peux dire, bah, ok, moi je m'intéresse en ce moment, dans un projet donné, à des tables. Donc là, on a projet donné, on va dire c'est un projet de restaurant ou de bar sur lequel je suis en train de travailler. Ça, c'est la partie projet. Table, c'est la partie wiki, base de connaissances. Je veux avoir des références à chaque fois que je travaille sur des tables ou des planches pour manger. J'ai envie d'avoir des références en fait. Et après, il y a la partie ressources, bah, le restaurant dans lequel je suis allé. Donc en fait, en séparant de manière un peu habile ces trois parties, en fait, on peut se constituer une base de connaissances avec toute la donnée entrante. Voilà, donc bon, ça c'est la théorie. Après, en pratique, comment faire? Moi, ça fait à peu près 2 semaines que je suis dessus, donc je peux te montrer mon arborescence si ça t'intéresse. Dans ressources, AEC, Revit, automatisation, Python. Donc je peux créer des dossiers comme ça. Sur le disque, c'est vraiment des dossiers en fait. Et à l'intérieur du dossier, j'ai des fichiers. Donc il y en a un qui s'appelle Revit Tutorial for Beginner.md, donc qui est l'extension pour le Markdown. Et l'autre donc automatisation Python. Donc voilà, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Bah, déjà, par exemple, je peux relier à la fiche permanente sur Revit que j'ai d'autre part créée. Alors elle est à un autre endroit, elle est à Knowledge, BIM CAD, outils Revit. Donc pareil, j'ai besoin d'apprendre comment Revit marche. Je ne suis pas un utilisateur quotidien de Revit et je l'ai d'ailleurs pas beaucoup passé de temps dessus, donc j'ai besoin de comprendre les grands concept en fait. Donc là on est dans BIM CAD. Là si je le prends dans mes dossiers, BIM CAD, outils Revit. Oui, oui, outils Revit, d'accord. Et après j'ai tout un dossier sur Revit. Voilà. Bon, après ça s'organise comme on veut, sachant que si je bouge ce fichier, en fait les liens dans l'autre sens vont se mettre à jour. Donc j'ai pas besoin de me soucier de casser des choses, etc. Après, j'ai eu d'autres fiches qui sont liées à ça. DTO, as a copilot, par exemple. Donc, si je reviens sur la fiche d'origine, par exemple, là, c'est une autre fiche. C'est une fiche sur Dynamo. Et du coup, on est passé à une autre chose, mais je suis toujours dans Knowledge. Donc là, c'est une fiche, entre guillemets, permanente, dans laquelle je vais développer cette connaissance au fil de l'eau sur Dynamo et avoir des liens de contenu qui cite ça en fait. Donc en gros, si je te résume les grands dossiers, en gros j'ai Knowledge. Knowledge c'est là où je mets les fiches permanentes. Donc par exemple sur mon sujet actuel de prédilection l'IA en architecture, j'ai des fiches comme ça et les fiches sont reliées entre elles. Donc dès que je travaille sur le domaine, en fait, par exemple hier je travaillais sur les questions que les gens peuvent se poser sur le domaine. Donc là j'en ai listé un certain nombre sous forme de fichiers, d'autres sous forme de liste à puces. J'ai tout ce qui est la perception de l'IA, etc. Donc ça m'est utile pour notamment travailler sur mes pages de présentation des formations. Les cas d'usage, donc pareil, ça m'est utile pour créer des exemples, etc. Donc tous ces cas d'usage, en fait, je les invente pas forcément. Je peux avoir mes propres idées, mais c'est toujours intéressant de les confronter à ce que d'autres personnes ont. Donc ça, je le mets en knowledge. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas lié à un projet, qui n'est pas lié à une ressource particulière. C'est quelque chose qu'on peut considérer comme valable, comme dans un wiki. Après, j'ai mes projets. Donc j'ai plusieurs niveaux de projets.
Donc j'aurais pu tout mettre mes projets dans un dossier, mais je voulais les faire ressortir, notamment tout ce qui est création de contenu, en fait, je le mets là du coup. Dès que j'ai une idée de post LinkedIn, je le mets là. Donc je fais un peu de gestion de projet en utilisant du coup les dossiers. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais pour l'instant, moi, ça me convient, parce qu'on peut effectivement reprocher à Obsidian de ne pas avoir d'outils de gestion de projet. Euh, voilà, là par exemple, c'est une petite fiche euh, de contenu que je pourrais publier et que j'alimente au fil de l'eau. Alors le gros avantage, c'est qu'on n'a pas du tout de problème pour rentrer la donnée, parce que finalement, en fait, c'est en local et après synchronisé éventuellement avec un serveur de fichiers distant. Et ça, par contre, c'est important de penser à ça. Peut-être dans un autre épisode, je te recommanderai d'autres choses si ça t'intéresse. Après, donc, il y a l'aspect mes projets, et à la fin, on arrive sur un aspect dashboard. Donc ça, c'est pas forcément obligatoire, mais mon idée, c'était d'avoir où je mets finalement la planification un peu générale, les logs si je veux faire des petits journaux de mes avancées, de mes réflexions, et surtout un dossier qui m'intéresse particulièrement, c'est l'aspect workflow. En fait, là, c'est de ce dont je te parlais un peu au début. Par exemple, quand je crée une nouvelle fiche formation, donc une fiche formation, c'est à chaque fois que j'ai une nouvelle formation ou un projet de formation, en fait, j'aimerais bien avoir le même format. Et du coup, j'ai un format comme ça de template. Donc là, il y a une action qui permet de créer, voilà, je peux créer un nouveau contenu d'après un template. Et du coup, ça va automatiquement me créer d'après ce modèle. Alors, ça ne met pas à jour les anciens, hein, quand je modifie ça, les anciennes formations vont garder leur ancien modèle, mais en tout cas, ça permet de standardiser les nouvelles, et je trouve ça assez intéressant. On peut même commencer à mettre du contenu dynamique. Pour l'instant, j'ai pas encore exploré ça, mais en gros, ça c'est l'aspect workflow. Et voilà. Bon, je vais pas rentrer beaucoup. Ah oui, si, il y a quand même une notion importante, c'est la notion de fichier. Les fichiers sont également gérés, et également on peut définir un dossier dans lequel tous les nouveaux fichiers sont copiés. Donc là, par exemple, j'ai copié des choses pour illustrer un article, une note, et en fait, automatiquement, ils sont référencés, et si je bouge le fichier, ça sera bougé partout. Donc pour résumer, oui, c'est ça qui fait la force d'Obsidian, c'est la capacité de gérer des fichiers tout simples, des fichiers Markdown qui t'appartiennent, qui sont sur ton serveur, que tu peux synchroniser avec un serveur distant comme un Google Drive, un Dropbox, etc. Et je te le conseille de le faire, parce que c'est bien, ne serait-ce que pour avoir une deuxième version ou pour pouvoir travailler sur plusieurs postes. Mais ça reste quand même tes fichiers, donc tu les maîtrises, etc. Tu peux travailler avec d'autres logiciels, et par derrière, Obsidian se charge de créer les liens, de les mettre à jour, et il y a toute une série de plugins qui sont très intéressants aussi à découvrir. Voilà, donc je vais pas plus loin. J'espère que je t'ai donné un peu l'envie de tester ça, et aussi l'envie de créer ta base de connaissances ou ton wiki si tu ne l'as pas déjà. En fait, plus ton contenu sera déjà structuré, plus l'IA sera intéressante et aura des applications, parce que si ton contenu c'est juste des mails sur Outlook ou des fichiers PDF sur ton serveur, c'est possible de les exploiter, mais c'est quand même plus dur. Voilà, donc si tu me connais pas, moi je suis Sébastien, donc sur cette chaîne je parle d'IA, je parle de manière de mieux s'organiser, notamment dans l'architecture et la construction, donc en gestion de projet, en gestion de contenu, et je développe des formations sur l'IA et sur ChatGPT notamment. Sur ma dernière formation, donc c'est ChatGPT pour l'architecture. Elle est toujours en lancement, avec un prix de lancement avantageux, donc je t'encourage à la rejoindre rapidement, parce que quand elle sera finie, je monterai un peu le prix, donc tu pourras pas plus l'obtenir avec ces conditions. Et donc je te laisse un lien dans la description. Et sinon, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, donc sur l'IA en architecture ou d'autres sujets connexes. À bientôt!